Et on retrouve Luc pour parler de la chronique mobilité. Bonjour Luc. Bonjour Louis. Avec l'homme avion, cette semaine on va prendre de la hauteur, on va prendre de la vitesse également. Alors de tout temps, l'homme a rêvé de voler avec des expériences plus ou moins réussies. Et effectivement, quand on compare ces deux images, un siècle les sépare. Ici à gauche, c'est l'Américain Lincoln Beachey qui vole avec son ballon dirigeable à peine 30 mètres du sol dans les années 1910. Et ici à droite, on est un siècle plus tard avec notre invité du jour, Yves Rossi, qui a une aile rigide dans le dos avec 4 réacteurs qui lui permettent de se propulser dans les airs dans les 3 dimensions. Oui, effectivement, il y a un peu de différence entre ces deux techniques, ces deux époques, d'autres images à l'appui. Effectivement, à l'époque, on reconnaît effectivement les pionniers qui pédalaient, qui faisaient des efforts autant qu'ils pouvaient pour faire décoller leurs engins. Ici, on vient de voir celui qu'on appelait l'homme-oiseau, Valentin, et là, Emiel Hartmann. Les équipements pour tenter de s'envoler ne marchaient pas à tous les coups, on le voit ici, mais ça ressemblait à chaque fois à des oiseaux. Alors, ça, c'était avant. Aujourd'hui, évidemment, la technologie est un peu plus poussée. Effectivement, on a tous vu cette image des aventuriers qui s'élancent en haut d'une falaise avec le fameux wingsuit qui est en fait une combinaison ailée, mais plus spectaculaire. Yves Rossi, notre invité aujourd'hui, a imaginé lui-même cette aile rigide d'une envergure de 2,40 m avec des réacteurs qui vont de 2 à 4 et une vitesse de 300 jusqu'à même 350 km/h. C'est très spectaculaire, Luc. Je vous laisse rejoindre à grande vitesse votre invité. Et mon invité cette semaine, donc, c'est Yves Rossi, Jetman. Bonjour Yves Rossi. Bonjour. Donc vous êtes un aventurier des airs, vous évoluez à grande vitesse, vous avez volé aux côtés d'un Airbus A380, en formation également avec la patrouille de France. Ouais. Expliquez-nous d'où vient ce rêve et comment vous avez réussi à le réaliser. Alors c'est effectivement un très vieux rêve, un des plus vieux de l'humanité. Et j'ai eu la chance, déjà comme gamin, d'être passionné par les avions, ça me fascinait. J'ai eu la chance de devenir pilote de chasse, pilote de ligne. Mais ces avions sont extraordinaires, mais c'est des boîtes. Moi, j'ai voulu sortir de la boîte. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un avion de ligne, vous n'avez pas vraiment l'impression de voler. Ce qui se rapprochait le plus, et ce que j'ai découvert à 30 ans, c'est la chute libre. Mais malheureusement, on tombe, ça dure 45 secondes, après il faut ouvrir son parachute. C'est très court, et puis le vecteur, il est qu'en bas. La même chose avec des wingsuits, on ne fait que de tomber. Et moi, je voulais utiliser cette merveilleuse 3e dimension. Comment vous avez fait alors? Expliquez-nous, comment ça marche? Alors, au départ, j'ai mis une aile sur le dos, d'abord sans réacteur. Puis après, les oiseaux ne font pas que de descendre. Donc, j'ai mis 2 réacteurs pour juste tenir l'horizontale. Là, c'est déjà extraordinaire. Puis les oiseaux ne font pas que descendre. Donc, j'ai rajouté un petit peu de puissance jusqu'à maintenant. Maintenant, pour vous rendre compte, avec le dernier prototype que j'ai, je monte à la verticale à 180 km/h, c'est-à-dire comme un corps humain tombe. Et c'est juste extraordinaire. Alors, comment vous vous préparez justement techniquement, mais aussi physiquement? Il faut être, j'imagine, un peu musclé, préparé à tout ça, parce qu'il y a une résistance à l'air qui est importante à 350 km/h. Alors voilà, c'est un petit peu tout le centre du projet, c'est le corps qui est la commande. Un avion, on donne une commande, puis on est assis dans cet avion, donc on donne à droite, l'avion part à droite, puis moi je suis l'avion. Là, c'est l'aile qui me suit. Donc c'est vraiment le gamin qui joue à l'avion, je veux tourner, je fais juste comme ça, c'est du ski tridimensionnel. Donc 7 dimensions de plus. Alors c'est clair, il faut une aile pour la sustentation, puis il faut quelque chose qui pousse. Puis le seul truc qui existe actuellement, c'est des petits réacteurs. Des ailes, ils n'essayeraient pas, ça me couperait les chevilles. Donc, ça doit chauffer aussi, là, ces réacteurs. Alors, c'est clair qu'il faut rester bien au centre, parce que sinon, ça sort quand même à 600 degrés, donc il ne faut pas les cuire. Il y a déjà eu des petits incidents à ce niveau-là? Il y a eu des petits incidents, mais comme dans tout projet pionnier, ça fait partie du développement. À chaque incident, à chaque demi-crash, j'ai appris quelque chose. Simplement, je n'ai pas répété les fautes. Oui, c'est plutôt judicieux. Mais ça marche toujours avec du kérosène et donc avec du carburant qui pollue, on va dire. Voilà, du carburant fossile. Ce n'est pas du tout politiquement correct, mais j'assume.
Parce qu'en fait, il n'existe rien à l'heure actuelle Il n'y a d'autre. pas de projet d'hydrogène ou de Alors pile à oui, combustible? hydrogène, oxygène, oui, mais il faut s'appeler la NASA pour mettre en œuvre. C'est très dangereux, hein. Si on se loupe, au moment de l'étincelle, c'est une bombe. Ouais. Tandis que le kérosène, ben, c'est du diesel, en gros. Et ça, pour un individu comme moi, plus ou moins au fond du garage, c'est gérable. Alors expliquez-nous votre expérience, entre autres, avec la patrouille de France. Je pense que ça fait rêver tous nos téléspectateurs, voler au cœur de la patrouille de France Ah ouais, ça c'est... en tant qu'homme, C'est uniquement le avec ses Graal, propres c'est le ailes. Graal, parce que c'est une légende, hein. Et puis, les valeurs de cette patrouille sont des valeurs humaines très, très fortes. Et je dois dire que c'était une rencontre extraordinaire. Puis en fait, après les vols qu'on a fait ensemble, le leader, Christophe Dubois, a dit quelque chose qui résume bien. En général, quand on vole en patrouille avec un Mirage ou avec un Piper. Puis là, il a dit, c'est la première fois qu'on a volé avec des hommes. Puis c'est vraiment ça. Ça doit être surprenant, effectivement, de voir ça dans le cockpit. Oui. Ouais, parce que on n'est pas fait pour voler, hein, sinon on aurait des plumes. Et puis là, ben, pour eux, c'était spécial aussi. Il y avait des visuels absolument extraordinaires, parce qu'on est des petits moustiques, hein, c'est quand même assez gros, un Alpha Jet. Puis là, tout d'un coup, il y a un gars à côté, ils avaient presque peur de cette fragilité. Et vous, comment vous vous sentiez? Vous étiez ému? Ben, ou- gonflé à bloc, c'est des moments magiques, c'est extraordinaire. On se pense, c'est pas possible. Normalement, ça devrait tomber en bas, là. ouais. Puis c'est la patrouille de France, Alors, extraordinaire. quand on voit l'évolution de la mobilité individuelle, on en parle de plus en plus, on va quitter un peu le sol et les quatre roues qui nous permettent d'avancer. Est-ce que finalement le pionnier que vous êtes, à votre avis, ouvre une voie pour, dans un siècle, on vient de voir qu'en un siècle, les choses évoluent très vite, est-ce que finalement on peut imaginer que plus tard, on va, si ce n'est tous voler, quelques-uns d'entre nous? J'espère. À l'heure actuelle, c'est réservé, je dirais, une activité de loisir. Moi, j'essaye de la rendre plus accessible, mais il y a encore du travail, hein. Par contre, à long terme, c'est vraiment une histoire d'énergie. On est tous dans le même bateau, hein. Il y a un manque d'énergie. Typiquement, si je mettais des batteries sur mon aile, ce serait 50 kilos, ça ne vole plus. D'accord? Donc, je dis souvent, ben, la prochaine génération, là, ils sont très motivés, plein d'idées, beaucoup plus vertes que ce que je fais actuellement. Il faut créer cette batterie-là qu'il a à Ironman, là. On en est loin, on en est loin. Oui et non, justement, c'était impossible. Merci, libre aussi. Ouais. OK. Merci à vous. Merci à vous.